paramètre numéro 5 qui va couvrir les contraintes et déformations axiales. Alors, dans la première partie, je vais couvrir les problèmes isostatiques. La deuxième partie va couvrir les problèmes hyperstatiques. Alors, avant de commencer, on va faire un rappel sur la construction des diagrammes N. On a dit que le diagramme N, ça représente la variation des forces internes axiales dans une membrure. Alors, c'est un diagramme qui nous donne cette variation. Alors, comment est-ce qu'on va construire ce diagramme? C'est très simple. On va juste suivre ce qui est écrit ici. On doit faire, quand on fait pour construire ce diagramme, on doit simplement faire une coupe avant et après chaque charge concentrée. Et ensuite, on va examiner le DCL. Et avec ça, on peut trouver les forces internes. Alors, par exemple, ce problème où on a ces charges concentrées le long de la membrure, si on examine, on a besoin de faire une coupe ici. On a besoin de faire une coupe ici. Et finalement, on a besoin de faire une coupe quelque part ici. Et si on examine le DCL avec chacune de ces trois coupes, on pourra construire le diagramme N. Ensuite, quand on examine une coupe, par exemple, on va voir la troisième. Si je veux examiner cette coupe, quand je vais examiner cette coupe, je peux examiner soit le côté qui est à la gauche ou le côté qui est à la droite. Okay? Alors, disons qu'on prend le côté qui est à la droite. Alors, quand je fais ça, je vais toujours mettre les forces internes, la force axiale interne en traction avant de faire les calculs. Alors, je vais toujours mettre la flèche qui pointe comme ça. Même chose, si j'étais de ce côté, je vais mettre la flèche comme ça qui pointe en traction. Et si je trouve que la force interne est positive, si je trouve que la réponse est positive, ça veut dire que la force interne est une force de traction. Si c'est négatif, c'est une force de compression. L'autre chose, c'est je peux soit examiner, comme je viens de dire, cette portion. Je peux soit prendre cette portion ou cette portion. C'est à moi de choisir. Et si les deux vont me donner la même réponse. La seule chose, c'est si on a un cas où on a un côté fixe ici, comme il est montré ici. On a un côté fixe ici et ici, il n'y a rien. Dans ce cas, c'est plus simple de examiner le DCL du côté où on n'a pas de réaction. Okay? Parce qu'on n'a pas à trouver les réactions si on fait ça. Je peux utiliser l'autre côté, mais avant de faire l'analyse de cette coupe de ce côté, je dois premièrement faire une analyse de DCL de la structure entière, trouver cette réaction, c'est une réaction axiale, et ensuite je peux examiner cette coupe, il n'y a pas de problème, et je vais trouver la même réponse. Okay? Mais si on a un côté fixe, très simple, juste utiliser le côté qui n'a pas de fixité. Ok. Ensuite, l'autre point, c'est que l'air et le module, ils n'ont pas d'effet sur le diagramme N. Alors, par exemple, si j'ai ce problème où on a une variation de section sur la longueur de la membrure, dans ce cas, très simplement, je vais ignorer le changement de section parce que ça n'a pas d'effet sur le diagramme N. Alors, quand je construis le diagramme N, je vais juste voir c'est où les charges concentrées et je vais faire mes coupes et ça ne va pas avoir une influence, les R et les sections. C'est où est-ce que l'air va avoir un impact? C'est sur les contraintes. Parce qu'on connaît qu'une contrainte, c'est la force divisée par l'air. Une contrainte axiale, c'est la force divisée par l'air. Alors, par exemple, disons que je fais le diagramme N. Ok, c'est pas le bon diagramme, mais on va imaginer ça, c'est le diagramme. Okay, ça, c'est la variation de N. Okay, disons, ça, c'est la variation du diagramme N. Alors, si on me demandait c'est quoi la contrainte maximale dans cette structure, je ne peux pas simplement prendre cette valeur ici et diviser par l'air ici. Ce n'est pas assez. Ce que je dois faire dans ces cas où on a des variations d'air, dans ce cas, je dois examiner la contrainte dans chacun des éléments. Alors, dans le premier élément, je vais utiliser cette air et cette force. Okay? Dans le deuxième élément, je vais utiliser cette air et cette force. Et dans le troisième, je vais utiliser cette air et cette force. Alors, ça, c'est important. Alors, le premier exemple, on a une membrure avec une section rectangulaire qui est chargée avec des forces axiales au point B, C et D. Quelle est l'épaisseur minimale? Ça devrait être minimale. C'est min. Pour assurer que la contrainte dans la membrure ne dépasse pas 60 MPa. Alors, on nous dit que la contrainte permise
est égal à 60 MPa. Et on veut assurer que la contrainte dans la structure, okay, ne dépasse pas cette contrainte. Et on nous donne que la section ici, si on examine la section, on a, vous voyez ici, on a 50 mm. Donc ça c'est 50. Et on veut savoir c'est quoi ce T minimum. Okay? Donc c'est quoi le T minimum qui va assurer ça? Alors première chose, avant de répondre à la question, on devra construire nos diagrammes N. Alors on va voir combien de coupes est-ce qu'on doit faire. Ok? Alors on a une coupe. La première coupe c'est ici. Alors je vais prendre le côté qui n'a pas de côté fixe. Alors je vais prendre ce côté et je vais mettre ma force interne axiale en traction. Ensuite, je vais juste prendre la somme des forces est égale à 0 dans cette direction. Donc je vais avoir 25 moins n est égal à 0. Alors le n est égal à plus 25 est égal à 25 en traction ou en tension. Ensuite, pour le deuxième, okay, alors ça c'est la première coupe. Deuxième coupe qu'on va faire est ici. Okay, la même chose, je vais prendre la somme des forces est égale à 0. Donc je vais avoir 25 moins 40 moins n est égal à 0. Alors je vais trouver que n est égal à moins 15 kN ou 15 kN en compression. Et finalement, j'ai la troisième coupe qui est ici. Alors, on va évaluer la même chose. Donc, je prends la même somme des forces. Donc, j'ai 25 moins 40 plus 80 moins n est égal à 0. Alors, si je fais ce calcul, je vais trouver que n est égal à plus 65 kN ou 65 kN en traction. Ok, avec ça, je peux maintenant dessiner mon diagramme N. Alors, vous voyez ce qui est positif et ce qui est négatif. Alors, traction et compression. Et maintenant, je peux répondre à la question. Alors, parce que dans ce cas, on a la même section. La section ne varie pas sur la longueur de la membrure. Ce que je peux faire, c'est simplement de prendre la valeur maximale, ici, 65 kN. Et ensuite, je connais la formule pour trouver la contrainte. Alors, dans ce cas, on ne demande pas de trouver la contrainte maximale. On nous donne la contrainte maximale qui est permise, et le sigma allowable. Alors, on nous donne cette valeur. Et on peut isoler pour trouver le T, parce que l'air, c'est juste T multiplié par 50. Alors, je vais isoler pour l'air, et je vais trouver l'épaisseur qui est requise. Alors, ici, on va mettre... Okay, première chose, on devrait travailler dans les mêmes unités. Alors, je vais utiliser Newton et millimètres. Avec ça, je vais trouver l'épaisseur en millimètres. Alors, j'ai 65 kN et ici, je multiplie par 1000 juste pour le mettre en newton. Et 60 MPa, ça c'est la contrainte permise. Alors, c'est 60 newtons par millimètre carré. Et je peux isoler et je trouve une aire de 1.083 10 à la 6 mm². Et ensuite, je peux isoler pour l'épaisseur parce que je connais l'air, c'est juste l'épaisseur multipliée par 50. Donc, si je fais ça, je vais trouver ça. Et je vais trouver que l'épaisseur minimale est égale à 21.7 mm. Okay. Le deuxième problème, une membrure avec 3 sections est chargée avec des forces axiales. Trouver la contrainte normale dans l'élément 2 en MPa si cet élément a une aire de 310 mm². Alors, comme d'habitude, on devra juste trouver les forces internes et comme on a dit, on va faire une coupe avant et après chaque charge concentrée. Alors, j'ai une coupe ici, ici et ici. Et comme on a dit, on va prendre le côté qui n'a pas de côté fixe. Alors, je vais prendre ce côté et je vais mettre la force interne en traction. Alors, si je fais ça, je vais prendre la somme des forces, comme d'habitude. Donc, j'ai la somme
j'ai la somme des forces égale à 0. Ok, je vais prendre la somme des forces est égale à 0. Alors j'ai somme des forces est égale à 0. C'est-à-dire ça c'est positif. Alors j'ai moins n moins 100 moins 90 est égal à 0. Alors je trouve que n est égal à moins 190 kN qui est égal à 190 kN en compression. Si je fais la deuxième coupe, alors je vais mettre mon n comme ça. Alors j'ai moins n moins 150 moins 100 moins 90 est égal à 0. Alors je vais trouver que n est égal à moins 40 kN ou 40 kN en compression. Et si je fais la troisième coupe, okay, je vais avoir moins n, moins 200, moins 150, moins 100, moins 90 est égal à 0. Je vais trouver que n est égal à moins 240 kN est égal à 240 kN en compression. Alors avec ça, je peux dessiner mon diagramme n. Okay. Alors maintenant, je peux dessiner mon diagramme n. Alors, j'ai moins 240. Ensuite, j'ai moins 40. Et finalement, j'ai moins 190. Ok, alors ça c'est mon diagramme n. Alors, on nous demande dans la question de trouver la contrainte dans l'élément 2. Alors, la contrainte dans l'élément 2, c'est juste la force dans l'élément 2 divisée par l'aire de l'élément 2. Alors, la force dans l'élément 2, c'est moins 40 kN. Et l'aire de l'élément 2, c'est 310 mm². Alors, je peux faire ça. Alors, je vais travailler en newton et en millimètres. Alors, j'ai moins 40 kN, mais je veux le mettre en newton, alors je multiplie par 1000, je divise par 310 mm² et je trouve la contrainte en MPa. Maintenant, si on nous demandait au lieu de la contrainte dans l'élément 2, la contrainte maximale dans la structure, qu'est-ce que je dois faire? Je dois évaluer la contrainte ici, ici et ici, parce que l'air varie. Et avec ça, je vais prendre la contrainte qui est la plus grande. Okay. Maintenant, on va faire un rappel sur les déformations et les élongations. Trouver l'élongation dans une montée axiale. Et on avait vu que pour que cette formule soit valide, l'air doit être constant, le module doit être constant et la force doit être constante. Alors, si on a un changement d'air ou un changement de module ou un changement de force ou n'importe quelle autre combinaison où on a des changements, on doit utiliser une formule différente où on va juste prendre la somme des élongations dans certains éléments I. Alors, pour chaque élément I, on va séparer la structure en des éléments I où on a ça. On a une force constante, une aire constante et un module constant. Et ensuite, on va juste faire la somme de toutes ces élongations. Alors, la première étape dans ces types de problèmes, c'est comme on a vu. C'est de dessiner le diagramme N. Et pour le diagramme N, l'aire et le module, ils n'ont pas d'impact. Alors, ça c'est important. Alors, on dessine le diagramme N comme on a vu dans les problèmes précédents. Ensuite, ce qu'on va faire, on va subdiviser. Alors, on va commencer avec l'air. Par exemple, ici, on voit qu'il n'y a pas de changement d'air, alors on garde ça comme ça. Si on a un changement d'air, comme il est montré ici, alors on va appeler ça l'élément 1 et ça l'élément 2, parce qu'on a un changement d'air. Ensuite, même chose, si on a un changement de module, par exemple, comme il est montré ici, on va appeler ça l'élément 1 et l'élément 2. Et si on a une combinaison, ce qu'on va faire, c'est assurer pour chaque élément, on a une aire constante et un module constant. Alors ça, c'est par exemple l'élément 1 et l'élément 2. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va examiner le diagramme N et faire des subdivisions si nécessaire. Alors, si on a ce type de problème, et on a déjà subdivisé ça en élément 1 et élément 2. Et quand on dessine le diagramme N, on voit qu'il a cette forme.
Alors, on a une force constante dans le premier élément et une force constante dans le deuxième élément, alors on n'a pas besoin de faire de changement. Mais si on a par exemple ce cas où on a une charge concentrée intermédiaire, ce que vous allez voir, c'est qu'il va y avoir un saut dans le diagramme N, okay, ici, à la charge concentrée. Alors, si on examine le premier élément, on va voir le diagramme N, est-ce qu'il est constant? Non, il varie. Alors, à cause de ça, on va séparer ça. On va appeler ça l'élément 1, ça l'élément 2 et ça l'élément 3. Parce que pour le troisième, la force est constante. Et alors, ça, c'est des points importants. Alors, le premier exemple, on a un poteau où on veut trouver le déplacement du point C relatif au point A. Alors, ça, c'est delta C par rapport à A. OK? Alors, avant de répondre à la question, ce que je vais faire, c'est je vais dessiner le diagramme N. Alors, si j'examine ici, j'ai besoin de deux coupes. Quelque part ici et quelque part ici. Alors, si on examine la première coupe, okay, je vais faire la somme des forces comme ça, égale à 0. Alors, j'ai moins N, moins 250 égale à 0. Alors, N est égal à moins 250 kN, est égal à 250 kN en compression. Si j'examine la deuxième coupe, j'ai moins N, moins 350, moins 250 est égal à 0. Alors je trouve que N est égal à moins 600 kN ou 600 en compression. Okay? Alors avec ça, je peux dessiner mon diagramme. Donc, je vais dessiner mon diagramme. Donc j'ai moins 600. Ici j'ai moins 250. Et ici moins 600. OK? Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais subdiviser la structure en plusieurs éléments I où on a une force, R et module constant. Alors si je commence avec l'air, est-ce que j'ai besoin de faire des subdivisions? Non, je garde ça comme ça. Même chose avec le module, parce que le module est constant. Mais si j'examine la force, ça change sur la membrure. Alors je vais appeler ça l'élément 1 et ça l'élément 2. Ensuite, on va regarder la question. On nous demande de trouver delta C par rapport à A, le déplacement du point C par rapport à A. Alors, quand on nous demande de trouver le déplacement par rapport à un point, okay, dans ce cas, par rapport au point A, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon point 0. Parce qu'ici, il me demande par rapport à A. Et ensuite, je vais dire ça, c'est positif comme ça. Et ensuite, je vais voir c'est quoi les élongations entre les deux points. Alors ici, ça c'est E1 et E2. Alors, je peux dire que ça, c'est juste est égal à E1 plus E2. OK? Alors, si je commence avec la première élongation, donc ça, c'est un égal ici, c'est pas un négatif. Alors, je vais travailler en newton et millimètres. Donc, j'ai moins de 150 000 newtons. Et si je fais ce calcul, j'utilise la bonne longueur, le bon R et le bon module, et je vais trouver moins 0,7 mm. Si je fais pour le deuxième, encore une fois, ça c'est un égal. Donc j'ai moins 600 000 newtons, et je vais utiliser la longueur, l'air et le module, et je trouve moins 2 mm. Alors, delta C par rapport à A, c'est juste E1 plus E2. Alors c'est moins 0,7 plus moins 2. Donc c'est moins 2,7 mm. Et qu'est-ce que ça veut dire le moins 2,7? Okay, j'ai mis mon 0 ici. Alors qu'est-ce qui arrive? Cette structure, okay, ça se déplace vers le bas. Alors le déplacement ici, c'est 2,7 mm vers le bas. Ok, un autre exemple. Alors, ici, on a une autre structure avec deux types de matériaux et deux sections. Et on veut trouver l'élongation de l'élément 2, l'élongation totale et la contrainte maximale dans la membrure. Alors, première chose, c'est on devrait dessiner le diagramme N. Et quand j'ai dit le diagramme N, il n'a pas d'impact, l'air, les modules, ils n'ont pas d'impact sur le diagramme N. Je vais vous donner ça. Vous pouvez essayer tout seul. Alors, j'ai ici plus 200 et ici
plus 550 kN. Ça, c'est mon diagramme N. Ensuite, ce que je vais faire, je vais séparer ça en plusieurs éléments où on a R, module et force constante. Alors, si je commence avec l'air, tout de suite, je vois ici, on a un R différent qu'ici. Alors, je vais dire ça, c'est élément 1 et élément 2. Ensuite, je vois le module, c'est correct. Dans l'élément 1, c'est constant et dans l'élément 2, c'est constant. Ensuite, je vois la force. Dans l'élément 1, c'est constant et dans l'élément 2, c'est constant. Alors, je peux dire, ça, c'est l'élément 1 et ça, c'est l'élément 2. Ensuite, ce que je peux faire, c'est juste un sommaire des propriétés. Alors, ça, c'est des sections circulaires. On nous donne le diamètre. C'est pas très clair. Ici, on a une section circulaire pleine. Alors, ce que je peux mettre, c'est le diamètre, l'air. Okay, l'air, c'est juste. Okay, je connais, c'est égal à ça. AID au carré sur 4. Et j'ai pas besoin de toutes ces décimales ici. Ok, je vais mettre la longueur et je vais mettre le module. Et quand je fais ce tableau, okay, vous ne devez pas le faire sur forme de tableau, mais faites un sommaire, vous allez garder les mêmes unités. Alors, je vais utiliser Newton et millimètre. Alors, ça, c'est pourquoi je mets 200 000 MPa, parce qu'ici, il nous donne 200 GPa. Et on a vu 1 GPa, c'est 1000 MPa. Ensuite, on va trouver l'élongation de l'élément 2. Alors, ça, c'est juste E2. Donc, pour trouver ça, c'est juste F2, L2, E2, A2. Alors ça, c'est juste égal à, si je travaille en newton et millimètres, c'est 200 000 newtons, une longueur de 2500 mm. Et je divise par le module, qui est égal à 120 000 newtons par millimètre carré. Et l'air est égal à 531 mm carré. Et si on fait ce calcul, on va trouver plus 7,85 mm. Ensuite, si on veut trouver l'élongation totale, c'est très facile. J'ai juste besoin de prendre E1 plus E2. Alors, E1, c'est juste F1, L1, A1, E1. Et si vous faites ça, je vais vous laisser faire ça, vous allez trouver 2,26 mm plus le 7,85, vous allez trouver 18,1 mm. Alors, ça, c'est l'élongation totale. Et si on examine ici, ça, c'est notre point 0 parce que c'est le côté fixe. Et le déplacement positif, ça va être comme ça. Alors, ça se déplace vers le bas. Okay, l'élongation. Il y a une élongation et non une contraction de la membrure. Ensuite, pour la contrainte maximale, alors je dois examiner la contrainte dans les deux éléments, okay, dans les deux portions ici. Parce que ici, on a une certaine R et une certaine force. Ici, on a une autre R et une autre force. Alors, la contrainte 1, c'est juste F1 sur A1. Alors encore, je garde les mêmes unités. Alors ça, c'est 550 000 newtons par 804 mm carré. Alors si vous faites le calcul, ça va vous donner 684 MPa en traction. Et si vous faites la contrainte 2, c'est juste F2 sur A2. Alors ça, c'est 200 000 newtons divisé par 531 mm carré. Et vous allez trouver 376 MPa. Encore une fois, c'est traction. Alors, c'est quoi la contrainte maximale? C'est celle-là. OK. Maintenant, si vous avez des problèmes où on vous demande de prendre en compte le poids propre, qu'est-ce que vous allez faire? C'est exactement la même chose. C'est la seule chose, c'est que vous allez avoir des nouvelles charges externes. Okay? C'est comme une charge externe, le poids propre. Alors, si vous avez par exemple cette structure et on vous demande de prendre en compte le poids propre. Alors, pour trouver le poids, okay, vous allez juste prendre la densité multipliée par le volume. Okay, le volume, c'est juste l'air multiplié par la longueur de chaque segment. Et la densité, okay, ça doit être, pour avoir un poids en kilonewton, ça doit être en kilonewton par mètre cube. Si vous donne ça en kilogrammes,
par mètre cube, vous allez juste multiplier par 9,81, ça va vous donner Newton. Ok? Ok? Alors, euh, ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vous allez juste mettre ce poids au centre de chaque élément. Alors, c'est comme une charge concentrée. Alors, vous allez dire ça c'est W1 et ça c'est W2. Et ensuite, vous faites l'analyse comme d'habitude. Alors, vous allez voir, c'est par exemple, disons que la forme du diagramme N a une forme comme ça. Alors ici jusqu'à ici, ensuite on va avoir une variation. Et ici, parce qu'il n'y a pas de charge externe ici, ça va rester constant. Ensuite, je vais avoir cette charge. Ensuite, ça va être comme ça. Okay, disons le diagramme N a cette forme. Alors, quand je veux trouver l'élongation totale, on a dit on doit avoir euh, le même R, le même module et aussi la même force. Alors, mais ensuite, quand j'examine le diagramme N, je vais voir dans le premier élément, est-ce que la force est constante? Et je vois ici, à cause de cette charge concentrée, non, ce n'est pas le cas. Alors, je dois séparer ça en deux. Même chose ici pour ça. Alors, je vais avoir, ça va être 1, ça va être 2, ça va être 3, et ça va être 4. Alors, pour trouver le total, je vais juste faire E1 plus E2 plus E3 plus E4. Et ça, c'est la façon dont on résout ce type de problème. Ce type de problème, c'est un problème où on a une force qui varie tout le long du membrure ou une R qui varie tout le long du membrure. Alors, on se souvient de notre formule. Alors, et on vient de voir que pour que cette formule soit valide, l'air, le module et la force doivent être constantes. Mais qu'est-ce qui arrive si la force varie tout le long de la membrure ou l'air varie tout le long de la membrure? Dans ces cas, ce qu'on va faire, c'est utiliser une formule différente. Alors, ça va être égal à, si j'examine dans le côté Y, par exemple, si la variation est dans la direction Y, ça va être FY. Ici, je vais avoir AY, E, dy. Ok, je vais faire cette intégrale. Alors, on peut avoir deux cas. Alors, si on a le premier cas, où on a une force variante, mais l'air est constante. Ok, ça c'est par exemple si vous avez une section comme ça, et la force, ça varie tout le long de la membrure. Dans ces cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette formule. Alors, dans ces cas, l'air va être constante. Alors, je peux dire E est égal, je vais sortir le module et l'air. Alors, je vais avoir A, E comme ça, et je vais faire FY, DY. Si on a un autre cas où la force n'est pas variante, okay, ça peut changer, mais ce n'est pas variante continuellement. Mais l'air est variante. Okay, comme dans ce problème. Alors, vous voyez ici, l'air, ça varie. C'est comme un triangle, une variation triangulaire le long de cet élément. Alors, dans ce cas, je vais utiliser cette formule. Alors, la force, je peux sortir ça. Et le module, je peux sortir ça. Et je vais avoir 1 sur AY dy. Alors, je vais faire ce cas, mais c'est le même principe avec l'autre cas. Alors, si on examine ce problème, on a une membrure en acier qui est composée d'un élément avec une section uniforme et un élément avec une section variante ici. Alors, le deuxième élément est une section variante. Et on nous dit que l'épaisseur de la barre est égale à 0,5 pouces. Alors, cette épaisseur est égale à 0,5 pouces. Trouvez l'élongation totale de la membrure. Alors, comme dans tous les autres problèmes, je dois construire le diagramme N. Alors, si vous construisez le diagramme, vous allez voir que ça va être constant. Ça va être d'ici jusqu'à ici, ça va être plus 30 kips. Et plus 30 kips. Et la force est constante tout le long de la membrure. Ensuite, pour trouver l'élongation totale, on a dit qu'on doit utiliser
okay, cette formule. Alors pour faire ça, je dois séparer ça en éléments. Alors si j'examine l'air, je peux séparer ça élément 1. Et ça, je vais garder ça comme élément 2. Parce que ça, c'est une section variante tout le long de la longueur. Alors j'ai deux éléments. Ensuite, je regarde la force. Alors la force est constante pour le premier et constante pour le deuxième. Alors j'ai pas besoin de faire d'autres subdivisions. Alors ce que je vais faire, c'est je vais utiliser cette formule. Okay, E total égale à E1 plus E2. Alors pour ça, je vais juste utiliser la formule qu'on utilise d'habitude. Alors je vais utiliser F, L, R et module dans l'élément 1. Et ici, je vais travailler en kips et inches. Okay, pourquoi j'ai dit 30 kips? Parce que 30 000 pounds, c'est 30 kips. 1 kip, c'est 1000 pounds. Okay, alors je vais travailler en kips et inches et je vais trouver cette valeur. Et je vais mettre ici mon 0. Et ça va être positif. Ça veut dire que si ça devient plus long, ça c'est positif. Alors, ça c'est la première partie. Pour le E2, ce que je vais faire, je vais juste utiliser cette formule ici. Alors, pour faire ça, alors ça c'est une section variante. Alors, si j'examine ça, on a une section comme ça. Okay, et ça, je peux appeler ça l'épaisseur W1. Et ça, c'est W2. Et ce que vous pouvez voir, ici, je fais ça. Okay, on a W1 dans ce cadre qui est égal à 2 pouces. Et le W2 est égal à 5 pouces. Le delta, okay, le changement de W, okay, alors la portion qui reste ici, c'est ici. Donc, si j'ajoute ces deux portions, je peux trouver le delta. Alors ça c'est juste 5 moins 3, alors W2 moins W1, et c'est égal à 5 moins 2. Donc, ça va être égal à 3 pouces. 3 pouces. Okay? Alors avec ça, je peux maintenant trouver une équation pour l'air. Alors si vous voyez ici, ça c'est comme un triangle. Okay? Et ça c'est comme un triangle. Alors je peux trouver une équation pour décrire le W à n'importe quel point ici. Si je mets ça, c'est Y. Et cette distance est Y. Alors si je veux trouver l'épaisseur à cette distance, okay, ça va être, ça je vais appeler ça W. Y. Alors, ce WY, si j'utilise la géométrie, ça va juste être égal à W1 plus delta Y sur L. Et l'air Y, ça va juste être WY multiplié par T, qui est l'épaisseur. Alors, si je fais ça, ça c'est la formule qu'on utilise, qui est montrée ici. Alors, ça c'est mon W1, ça c'est mon delta, et ça c'est Y sur L, et ça c'est le T. Alors je vais trouver une formule comme ça. Ensuite, je vais utiliser la formule générale pour E. Alors on vient de voir cette formule générale, et parce que F est constant et le module constant, on peut le sortir comme ça. Alors ça c'est ce qu'on va faire. Alors, ça c'est, alors le F est constant et le module est constant, alors je peux les sortir ici. Et ensuite, je vais mettre 1 sur AY. Et on avait vu en classe qu'il y a une formule qu'on peut utiliser. Alors, si j'ai quelque chose comme ça, B plus AX dx, ça c'est juste égal à 1 sur A ln B plus AX. Ok, alors ça c'est égal à ça. Alors, je peux utiliser ça pour résoudre le problème. Alors, ça c'est ce qu'on fait ici. Je vais juste utiliser ça. Et si on fait ça, on va trouver la valeur ici. Alors, j'ai trouvé le E2. Alors, j'ai juste besoin de prendre E1 plus E2. Et ça, c'est ce qu'on fait ici. Et je peux trouver l'élongation totale ou le déplacement du point ici B par rapport au point C. Ok, la dernière partie va couvrir un problème où on a une membrure ou une poutre rigide avec des barres axiales. 1, 2 et 3 qui sont des membrures axiales et on a une poutre AB qui est parfaitement rigide. On nous dit de trouver les déplacements des points A, B, C et D. Okay? Alors la première étape, comme on a vu dans l'autre problème, c'est utiliser la statique pour trouver les forces internes
dans chaque membrure. Alors, si on fait ça, on va trouver, okay, si on fait somme des forces en Y, on va avoir F1 plus F2 moins 80 est égal à 0. Si on prend la somme des moments de A est égal à 0, on va trouver moins 80 multiplié par 0.7 plus F2 multiplié par 1 est égal à 0. Alors on va trouver F2 est égal à plus 56 kN. Et en utilisant cette équation, on va trouver que F1 est égal à 24 kN. Et ça, c'est la première étape. Toujours, on utilise la statique pour trouver les forces internes. Ensuite, on peut commencer à trouver les réponses. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver le déplacement ou l'élongation de chaque membrure. Et on connaît que ces membrures, ils sont connectés à la poutre. Okay? Alors, si on connaît c'est quoi l'élongation de la membrure, on peut connaître c'est quoi le déplacement de la poutre. Okay? Des points A, C et B sur la poutre. Alors, je vais trouver l'élongation ici de la membrure 1. Okay? Alors, la force interne, on a trouvé, c'est 24 kN. Je vais mettre ça en newton. Et on a trouvé, c'est positif. Alors, c'est comme ça. Et on va trouver, c'est 2,4 mm. Alors, la membrure 1, il y a un allongement de 2,4 mm. Maintenant, on va faire ça pour la membrure 2. On a plus 56 000 newtons. On a la longueur, l'air et le module de la membrure 2, qui c'est donné ici. On va trouver l'élongation de la membrure 2. Ensuite, on va essayer de visualiser. C'est où le déplacement de la poutre. Okay? Alors, si la membrure 1, il y a un allongement de 2,4 mm, ça veut dire le point A doit venir ici, doit se déplacer vers le bas ici de 2,4 mm. Même chose pour le point B. Si la membrure 2 elle a un allongement de 3,6 mm, ça veut dire que le point B va se déplacer vers le bas de 3,6 mm. Alors, on peut trouver ça. C'est quoi delta A? C'est juste 2,4 mm vers le bas. Et c'est quoi delta B? C'est juste 3,6 mm vers le bas. Et maintenant, pour le point C, comment va être le déplacement du point C? C'est facile. On a juste à utiliser les triangles similaires. Alors, on connaît ça. C'est 2,4. Et on peut trouver c'est quoi cette delta. Et delta C va être égal à 2,4 mm plus delta. Comment on trouve ce delta ici? On va juste utiliser un triangle similaire. Alors si on va à la page suivante, on a un triangle ici. On connaît c'est quoi celle-là? C'est juste 3,6 moins 2,4 qui nous donne 1,2 mm. Alors on a quelque chose comme ça, 1,2, et la longueur totale ici c'est de 1 mètre. Ici on veut la trouver à 0,7 mètres et on veut trouver c'est quoi delta. Alors on va trouver que on a delta sur 1,2 est égal à 0,7 sur 1. On va trouver delta est égal à 0,84 mm. Alors delta C c'est égal à 2,4 mm plus 0,84 mm. Okay, et ça nous donne 3,24 mm total. Et ça c'est le déplacement du point C. Finalement, on nous a demandé de trouver c'est quoi le déplacement de ce point, okay, le point D. Et ça va être facile. On a juste à prendre le déplacement du point C plus l'élancement ou la contraction de la membrure 3. Okay. Donc ça va être égal delta D, c'est égal à delta C plus l'élongation ou la contraction de la membrure 3.
C'est quoi l'élongation ou la contraction de la membrure 3? Si on fait une coupe ici, on a 80 kN. Alors notre force interne est égale à plus 80 kN. Alors on met ça ici, on connaît la longueur de la membrure, on connaît l'aire de la membrure, on connaît le module de la membrure, ça c'est positif. Alors c'est plus 5,14 mm. Alors la membrure 3, il y a un élancement de 5 mm. Alors le point D va être juste, ça c'est le delta C. Okay, delta D, on a trouvé ça avant, plus l'élancement ici, 5,14, alors 8,38 vers le bas. Et ça c'est comment on va trouver le déplacement du point D. Et ça c'est la fin du